Bienvenue dans Sœur Podcast, le podcast qui ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais à toutes les victimes qui ont besoin d'être entendues et écoutées. Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau dans ce merveilleux lieu, Jean, un espace dédié à la santé des femmes et des personnes sexisées. Que vous soyez une personne transgenre ou cisgenre, on accueille tout le monde ici et je leur remercie de me prêter cet espace. Aujourd'hui, le thème sera regard sur les violences faites aux hommes par des hommes. Et aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Jonas, un créateur de contenu sur les réseaux qui incarne des personnages féminins avec humour, mais pas que, car il a aussi son podcast chez Tati, où comme sœur, tu récoltes la parole non pas des victimes, mais des survivants comme tu aimes les appeler. Est-ce que tu souhaites nous en dire un petit peu plus ? Grave, déjà merci de me recevoir, je suis trop content d'être là. Chez Tati, c'est un podcast que j'ai lancé en début d'année. C'est un podcast qui me tient énormément à cœur parce que justement j'avais cette volonté de donner la parole à ceux qu'on invisibilise dans la société et surtout axé sur la résilience, montrer qu'on peut s'en sortir, que malgré ce qu'on vit, on peut transformer ça en une force. Et du coup, c'était vraiment le but de ce podcast et il est disponible partout. Eh bien écoute, je te remercie effectivement, toi tu mets l'accent sur la résilience et je te remercie de ton partage. Ce que je te propose, c'est de commencer à lire les témoignages. Donc on va lire des témoignages et je vous remercie de votre confiance parce qu'on a reçu quand même beaucoup de témoignages pour des hommes. C'était celui où on a reçu le moins de témoignages, donc preuve qu'il y a quand même besoin de libérer la parole vis-à-vis des violences sur les hommes faites aux hommes. Mais j'ai été très touchée du nombre quand même, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant. C'est parti ? Let's go. Donc pour commencer, je vais vous lire le témoignage d'un homme qui nous partage ce qu'il a vécu dans son enfance. Voici son témoignage. J'ai été victime de violences sexuelles par mon prof de théâtre de mes 9 ans à mes 12 ans. Le théâtre, c'était vraiment ma passion pour moi, je passais de très bons moments et j'avais souvent les premiers rôles. En complément, j'avais aussi des cours de chant qui étaient encadrés par ce même homme. Pendant les cours de chant, on faisait des exercices de respiration et de relaxation, pendant lesquels il nous faisait nous allonger sur des tables. Dans ces moments-là, on était en très petit comité, 3 ou 4, et c'est là qu'il en profitait pour me tripoter et pour utiliser ma main pour se tripoter. C'est arrivé quelques fois, mais je ne saurais pas vraiment dire combien. Je me souviens de l'avoir écrit dans mon journal intime et en avoir parlé à ma meilleure amie. Elle-même en avait parlé à une de ses connaissances qui travaillait dans un commissariat et qui avait dit d'en parler à mes parents, auquel cas elle serait obligée de le faire. Je l'ai raconté à mes parents qui sont tombés des nues, c'était tragique pour eux d'apprendre ça. Surtout que ça faisait 1 an que je ne voulais plus y aller et qu'on me forçait, c'était une période où je ne finissais pas vraiment les activités que je commençais et pour m'apprendre à respecter le cadre et à discipliner, ma mère m'obligeait à y aller. C'était très difficile pour elle de se rendre compte qu'elle m'envoyait dans les bras de mon agresseur. S'en est suivi une période de 3-4 ans où on a fait le tour des tribunaux. On a appris que c'était un récidiviste, qu'il avait déjà agressé d'autres enfants et qu'il avait l'interdiction de travailler avec eux. Il a été condamné à 7 ans de prison et a dû sortir au bout de 3 ans et demi ou 4 ans suite à une remise de peine. J'ai appris qu'il était sorti en le croisant par hasard. Cet homme, il avait toute ma confiance. À l'époque, il avait une 60aine d'années et je l'avais rencontré peu après le décès de mon grand-père de qui j'étais proche. Il était devenu un membre de la famille, on l'invitait au repas, etc. Cet homme, c'était un grand manipulateur. Tous ces événements m'ont vraiment chamboulée parce que je me suis longtemps demandé si j'avais eu les premiers rôles par mérite et talent ou si c'était parce qu'il abusait de moi. L'adolescence est un moment où on se construit, on découvre. Les expériences que je vivais au théâtre avec lui, elles étaient fortes et elles ont eu des répercussions par la suite. Je me suis demandé si ma sexualité avait un lien avec le fait que je m'étais fait agresser sexuellement par un homme. Le verdict a été rendu autour de mes 14-15 ans. Toute mon adolescence avait été volée parce que j'étais sans cesse dans les tribunaux. Suite à ça, j'ai fait une longue dépression qui a duré jusqu'à mes 31 ans. C'est en faisant des thérapies que je m'en suis sortie. J'ai réussi à transformer ça et en faire une force. Je sais que je suis talentueux parce que je le suis, parce que je suis moi et non parce qu'on abuse de moi. Déjà, je remercie beaucoup cette personne pour ce témoignage. Et d'ailleurs, je vais avoir l'occasion de remercier cette personne en face, puisque cette personne, c'est toi. Est-ce que tu souhaites nous en dire plus sur ton histoire ? Surprise. Il y a des bonnes surprises. Et là, c'est un peu une surprise. On n'aura pas beaucoup d'occasion d'en refaire des comme celle-là. Oui, c'est mon histoire. C'est celle que j'ai vécue. C'est pas celle qui me définit, mais c'est celle que j'ai vécue. Il y a un détail que je voudrais rajouter dans cette histoire, et qui est très important, c'est que cette personne m'a demandé, avant de me caresser, m'a demandé si elle pouvait, et j'ai dit oui. Et longtemps, ça a été compliqué pour moi parce que justement, on parle de consentement, on parle de cette notion de consentement. Le oui est un oui, mais au final, le consentement pour moi, c'est beaucoup plus large. C'est déjà le consentement d'un adulte sur un enfant, il n'existe pas. C'est un rapport de force. Et le consentement, c'est aussi au-delà de ça, c'est est-ce que tu es à l'aise avec ça ?
Est-ce que tu en as encore envie? Est-ce que je peux vraiment? Comment tu te sens? C'est pas simplement oui, non. Et voilà, moi ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que je m'en suis beaucoup voulu. J'ai souvent pensé, au-delà du fait que de toute façon à partir du moment où on est une victime, on a la culpabilité de la victime, mais le fait que j'ai accepté ce geste, ça a été très compliqué à porter. Alors déjà, moi j'aimerais apporter une précision, c'est que le consentement, c'est aussi le consentement libre et éclairé. On en avait d'ailleurs parlé dans l'épisode qui va sortir également sur les dérives dans le milieu de la photographie. C'est-à-dire que tu dois être en capacité de dire oui. Donc déjà, ne pas être jeune, donc avoir en dessous de 14 ans, c'est un viol, puisque tu ne peux pas dire oui. Et d'ailleurs, même si tu dis oui, le consentement n'existe pas en dessous d'un certain âge. Donc ça, c'est important de le dire. Tu ne dois pas également être sous substance, tu ne dois pas être drogué, tu ne dois pas être alcoolisé. Et merci, parce qu'effectivement, le consentement, ce n'est pas que dire oui. Parce que si tu dis oui, mais que tu es complètement drogué et alcoolisé, c'est pas un oui. Tu n'étais pas éclairé, tu n'étais pas en capacité de vraiment comprendre et prendre connaissance. Donc merci pour ce retour. Avec plaisir. Si j'avais des questions à te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter ton histoire aujourd'hui et de la partager et d'être présent dans ce podcast? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Comme je l'ai dit, ça ne me définit pas. Et ça, c'est très important parce que je trouve qu'on pose des étiquettes sur les gens. Tu as été une victime, tu restes une victime. Non, tu es aussi un être humain qui vit d'autres choses, qui a cette histoire, mais ça ne te définit pas sur la totalité de ta vie. Moi, j'ai réussi à en faire une force grâce à la thérapie, très important. Les gars, les girls and everything in between, faites-vous aider vraiment. Il y a des millions de façons de se faire aider, de façon thérapeutique, énergétique, professionnelle. Il faut se faire aider. C'est très important. Et c'est vraiment, je trouve qu'en plus, la thérapie, on n'en parle pas assez, mais c'est une chance qu'on a, nous, de personnes riches, de pouvoir avoir accès à ça. Faites-le, vraiment. Vous allez gagner des années de vie. Et moi, vraiment, grâce à la thérapie, j'ai vraiment réussi à transformer ça. Et en tant que personnalité publique, en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui a une audience, ça a été hyper important pour moi de parler de cette histoire parce que ça permet aussi de libérer la parole derrière. Totalement. Et de dire, putain, ça lui est arrivé à lui. Et il fait ça, il fait de l'humour, il est comme ça, on dirait pas, mais bah ouais. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant avec ton histoire, c'est que tu as porté vraiment l'accent sur la résilience. Comme tu dis, tu fais de l'humour, ça ne te définit pas. Et je trouve qu'on montre beaucoup, c'est pour ça que toi, tu n'aimes pas le mot victime, c'est que en fait, on enferme les gens dans cette posture un petit peu, tu dois être victime, tu dois pleurer toute la journée, tu fais rien, et c'est tout. Bah non, tu peux aussi faire de l'humour, tu peux aussi faire un podcast, tu peux aussi vivre, tu peux aussi être toi. Mais c'est important aussi de libérer la parole. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien définir en tant que victime, mais aujourd'hui, si t'es OK, on peut les appeler des survivants. Ouais. Ça marche? C'est bon pour toi? J'aime bien utiliser le V. J'avais écrit un texte sur Instagram où c'était le V de victime qui se transforme en V de victoire. Ah, super. Parce que moi, ma victoire, c'est vraiment être là aujourd'hui devant toi. Et petit fun fact, pendant le trajet, j'étais hyper ému parce que je me disais à quel point j'étais fier de moi, de tout le parcours que j'ai parcouru et de cette personne incroyable que je suis. Un fait. Et vraiment, bah voilà, ça prouve que peu importe ce qu'on vit, on peut avancer, on peut faire de grandes choses et let's go, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, tu peux être fier de toi parce qu'aujourd'hui, tu vas être le visage, la représentation d'hommes qui ont été victimes d'autres hommes. C'est quelque chose dont on parle peu, dont on a honte, qu'on ne laisse pas vraiment l'expression de ces violences-là. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe au deuxième témoignage. Est-ce que tu serais OK de le lire? Allez, super. Je vais essayer. C'est un homme de 31 ans qui nous a envoyé ce témoignage. Exactement. C'est quelque chose qui lui arrivait quand il avait 22 ans, lorsqu'il faisait du couch surfing. Est-ce que tu as envie d'expliquer ce que c'est? Ouais, je crois la définition, je ne sais pas la définition exacte, mais moi, dans mon imaginaire, c'est en fait un échange de procédés où tu permets à la personne de venir loger gratuitement sur ton canapé. Et souvent, ça a lieu dans des échanges culturels pour apprendre à connaître les gens et faire des nouvelles rencontres. Tout à fait. Ça doit être un espace safe. Oui, exactement. En 2014, j'ai été accueilli chez un inconnu pour dormir. Le but pour moi était d'avoir une vraie immersion dans la culture locale, chez des personnes intéressées par les échanges culturels. L'homme chez qui je dormais était super accueillant au premier abord, et au fur et à mesure, les red flags se sont enchaînés. À l'époque, je commençais seulement à remettre en question mes comportements et jugements sexistes, et à découvrir le féminisme au travers du vécu des femmes dont je suis proche. Cela dit,
J'étais encore peu instruit sur le sujet, donc bien naïf, et je n'ai finalement pas réagi comme j'aurais dû. Par exemple, là, il se culpabilise, déjà. Ouais. J'ai passé 3 jours chez cet homme, dans son beau studio, dans lequel il n'y avait qu'un lit. Le canapé étant trop petit, je devais dormir avec lui, mais ça ne me dérangeait pas, j'avais l'habitude de dormir avec des amis. Premier réveil, avec son bras sur moi. Il se justifie en disant qu'il bouge pendant la nuit. Je comprends, car souvent je suis dans le même cas. Le soir, il me dit qu'il est intéressé par du sexe. Je décline ses avances. Je me considère hétéro, j'ai récemment rompu, bref, pas intéressé, mais merci pour l'honnêteté, on passe à autre chose. Le lendemain au réveil, le même bras sur moi, mais je sens bien qu'il se colle et fait glisser ses mains sur moi. Dans ma tête, je minimise. C'est pas si grave, ça change rien pour moi. C'est juste une autre culture, je ne juge pas. Le soir, on va dans un hot spring, un bain d'eau chaude arrivant directement des montagnes. Il me dit que ça se passe nu. Je ne suis pas très à l'aise, mais il me rassure donc j'accepte. Je me suis rendu compte plus tard que les autres hot springs dans lesquels j'étais allé ne sont pas nudistes. Avant de s'habiller, il me touche le pénis en disant l'air de rien « Ah, tiens, t'es circoncis ». Ça a été tellement vite et naturel que j'ai même pas su quoi répondre. J'ai encore minimisé, j'étais dans le déni. Je suis resté chez lui le soir en me disant qu'il n'y avait rien de sexuel dans son geste, qu'il était juste surpris. Le lendemain matin, toujours, il est encore plus proche. Il commence à mettre sa main dans mon sous-vêtement, mais je l'arrête assez vite. Je minimise à nouveau. Dernier soir, je lui répète de n'être pas intéressé, pour me convaincre que je peux quand même avoir du plaisir s'il me fait une fellation, même en étant hétéro, comme si mon refus venait de là. Il me montre une vidéo YouTube d'une émission de télé-réalité japonaise bien what the fuck, où un acteur porno a le défi de ne pas jouir en se faisant sucer par le boss final des stéréotypes de gay. C'était terriblement dérangeant, et j'ai encore dû insister pour mettre fin à ses avances, et repousser sa main plusieurs fois, alors qu'il essayait de caresser mon sexe quand j'essayais de dormir. Il m'a fallu des mois pour comprendre la situation, sortir de ma naïveté, et finalement dépasser la honte de ce qu'il s'était passé et d'avoir tout laissé faire. Surtout, réussir à en parler petit à petit à ma copine et mes amis. Souvent, lorsque j'en parlais, on en rigolait. Et en même temps, j'aurais réagi de la même manière à leur place. Ça m'est déjà arrivé malheureusement, il a fallu de cet événement pour que je comprenne que mon soutien n'a pas toujours été à la hauteur des femmes proches. J'ai même déjà rigolé de situations problématiques. Suite à cela, il m'a écrit chaque jour, puis chaque semaine, pendant des mois, pour que l'on puisse se revoir. Il m'a fait du chantage affectif à la mort de son chien. Encore une fois, par naïveté, je ne voulais pas le bloquer des réseaux, car je me disais que tout cela n'était qu'un simple malentendu. Alors même que je disais à mes amis de bloquer les harceleurs, que c'était facile. Ça n'a été que harcèlement et attouchement, mais surtout une leçon dans ma compréhension des rapports de force, de l'impunité et du consentement. Ça m'a aussi fait avancer dans ce que je jugeais à l'époque des femmes pas assez claires sur leurs envies ou non de sexe, laissant la porte ouverte à des soi-disant malentendus. J'ai réagi de la même manière, passif, sans m'en rendre compte que j'étais en danger. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Ce que j'ai, je ne vais pas dire aimé parce que ça serait déplacé, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir, c'est que déjà il y a cette déconstruction qui s'est faite. Parce qu'effectivement, on le sait, les violences sont avant tout masculines. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on tait beaucoup les violences des hommes sur les autres hommes. Et c'est pour ça que je voulais aussi les mettre en lumière. Et parfois les hommes ne comprennent pas en fait ce qu'on vit en tant que femme. Et également, en fait, il y a cette espèce de, comme tu dis, déjà de culpabilité. Et il répète un nombre vraiment assez nombreux de fois minimisé. C'est-à-dire qu'il a minimisé, été dans le déni. Est-ce que toi, en tant que personne concernée, en tant qu'homme, est-ce que tu as quelque chose à redire sur ce témoignage, quelque chose sur lequel tu aimerais rebondir? J'ai beaucoup de choses à dire. Oui. Je crois que ça serait utile en tant qu'homme qu'on puisse dire tous qu'on a déjà eu des comportements problématiques dans notre vie, qu'on a déjà été problématique. On a tous été élevés de la même façon de la société, cette société qui nous élève de façon problématique. C'est une réalité. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la société si nous, les hommes, on pouvait dire « j'ai été problématique ». Moi, j'ai sûrement été problématique. Voilà, c'est comme ça. Je pourrais m'excuser. On peut s'excuser si c'est le besoin de la victime. C'est pas une question d'excuse d'ailleurs, je pense que c'est plus une question de faire avancer les choses, de qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on a dit j'ai été problématique, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on se déconstruit, on s'éduque et on change cette vision justement et cette éducation qu'on a pour essayer de changer le monde parce qu'en fait c'est plus possible. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose de très important, c'est que quand on dit qu'on a tous été problématiques, c'est pas dans le sens que
vous êtes forcément des violeurs ou des agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a une échelle. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et souvent, on pense aux monstres, aux tueurs en série, aux violeurs en série. Et en fait, on se compare à eux et on se dit, bah non, moi, j'ai jamais été problématique. Mais faire des blagues, minimiser, nier le ressenti, notamment ici des femmes, puisqu'on parle de féminisme, de relations hommes-femmes, c'est aussi être problématique. Et c'est ça qu'on entend quand on dit, on a tous été problématiques. En tant qu'homme, et quand on dit aussi all men et que tout le monde peut potentiellement participer à ce problème, c'est important parce que souvent il y a cette incompréhension, on a l'impression que les personnes sont toutes des agresseurs, mais c'est pas ce qu'on dit quand on dit ça. Et là lui-même le dit, il n'a pas violé, il n'a pas agressé, mais il a minimisé, il a nié jusqu'à ce qu'il se retrouve dans cette situation et qu'au final ils comprennent. Et l'objectif et l'idée de ce podcast et aussi je suppose de chez Tati, c'est d'écouter pour se mettre à la place des victimes sans même avoir besoin de vivre pour comprendre et avoir de l'empathie. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à... Je viens de penser à ça, à ces jeux qu'on fait quand on est enfant, genre Chabit. Oui. Le 10 camions. Oui. C'est des trucs tout cons, mais en fait, c'est des trucs qui existent depuis qu'on est petit. Tu dis, on n'est pas tous des agresseurs, certes, évidemment, et heureusement, enfin j'espère, qu'on ne soit pas tous des agresseurs, et je m'inclus dedans. Mais une agression sexuelle, c'est aussi toucher quelqu'un sans son consentement. Totalement, et ça, c'est en ça où ça ferait du bien à la société de dire on a tous été problématiques. Et il y a un truc aussi, ça me fait chier de parler de lui, mais de l'affaire Pellico, Dominique Pellico, un truc tout bête. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, le jour où il a assumé ses actes, eh ben, ça m'a fait du bien. Parce que pour une fois, un agresseur assume ce qu'il a fait. Oui. Alors, il n'avait pas le choix, parce qu'il y avait quand même, je ne sais pas combien de personnes. Mais remarque, tu as toujours le choix. Regarde, parmi les personnes qui ont été accusées, faut savoir toutes les excuses. Je crois qu'il y avait... je pensais qu'elle était morte. Je croyais que c'était un jeu. Et ils ont sorti je pensais qu'elle était morte. Genre, c'est OK. Oui, non, mais c'est vrai. Ah, pardon, OK, super. Mais c'est vrai, c'est qu'il y a quelqu'un qui a avancé cet argument et qui a dit que, lunaire. Comme en fait elle était morte, bah techniquement... voilà, et ils ont sorti tout un tas d'excuses lunaires. Et ce que tu dis est très vrai et juste, parce que ils n'ont pas assumé. Il y a beaucoup, alors qu'il y avait des milliers de preuves, alors que tout était contre eux et qu'on avait toutes les preuves face à nous. Et c'est vrai que, évidemment, il faut mettre des pincettes. On n'est pas en train de féliciter, waouh, super, on va pas se rouler par terre, sortir des cotillons. Mais moi-même, en tant que femme, ça m'a fait du bien de voir enfin un agresseur dire oui, je suis problématique, et c'est tout, quoi. Et oui. Mais moi, en tant que victime, ça m'a fait du bien parce que je pense que le changement, il commence par ça, par accepter ses fautes. Et c'est comme tous les rappeurs là, qui tombent les uns après les autres. Et il n'y en a aucun, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui a présenté ses excuses. Oui. Je crois que c'est Roméo Elvis. Oui, c'est Roméo Elvis. Et ça fait du bien. Juste dire, bon, alors, toute proportion gardée, mais juste, oui, j'ai merdé. Oui. Oui, j'ai fait de la merde. Oui, on m'a éduqué comme un gros porc. Oui, je suis problématique, j'ai fait de la merde. Je m'excuse. Excuse acceptée ou pas, mais j'accepte, peu importe la sentence, j'accepte, et je vais changer. Oui. Et juste ça, ça serait formidable si on pouvait tous le faire. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et concernant du coup l'histoire aussi, pour rebondir sur le témoignage, il y a aussi ce côté minimisation où en fait la personne elle en rigole, la personne elle est détachée. Et il y a beaucoup ce schéma-là aussi qu'on retrouve, un petit peu de distance, notamment aussi chez les hommes. Attention, l'objectif évidemment n'est pas de nier et minimiser, c'est toujours un sujet qui est délicat parce que quand on sait que les violences sont avant tout masculines envers des femmes, en fait on a tendance toujours à devoir mettre des pincettes, se justifier, ce qui fait que quand un homme est victime, un peu comme tu dis, le Chabit on est jeune, mais il y a beaucoup ce genre de choses entre hommes, où des fois ça te touche les fesses, on se touche le sexe, des choses comme ça qui sont des agressions en fait. Et la communauté... non mais on apprend en fait ça, et il y a beaucoup de problématiques de consentement. Qu'est-ce que toi, en tant que personne dans la communauté et en tant qu'homme, comment est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu as envie de dire sur ça? En tant que personne queer, c'est terrible. Et c'est encore plus terrible de savoir, moi c'est ce qui me brise le cœur, c'est de savoir qu'au sein même de ma communauté, on est problématique. Mais c'est idiot ce que je vais dire, enfin c'est pas idiot, mais c'est assez trash ce que je vais dire, mais en fait on est des hommes avec des hommes. Donc c'est très compliqué, et moi j'ai pris conscience en grandissant que des agressions sexuelles, j'en ai vécu plein pendant les soirées. Il n'y a pas une seule soirée où on m'a pas touché les fesses. Récemment, je suis arrivé dans une soirée à Marseille. La première chose, le premier échange que j'ai avec une personne, c'est quelqu'un qui m'attrape le sexe comme ça devant moi en soirée et qui rigole. Et toi, tu te retrouves tétanisé et tu dis attends, non, je l'ai foutu dehors.
parce que je suis une star et que j'ai la chance de pouvoir agir comme ça. Et puis, j'aimerais rebondir aussi sur ce fait tu vois, à chaque fois qu'il y a une agression, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est statut. Oui. T'es tellement choqué, c'est tellement dans ton corps, dans ton espace. Souvent, j'entends dire « Ouais, mais moi, ça ne m'arriverait pas, je ne réagirais pas comme ça. » Vous ne savez pas comment vous réagirez. C'est une violence de ton corps, en fait. Et c'est un choc. C'est une façon aussi de se protéger que les gens disent ça. C'est-à-dire qu'on se dit « Moi, ça ne m'arriverait pas », mais on ne sait jamais, effectivement. Et il y a 3 réactions. Je crois que c'est fight, flight, je ne sais plus, mais en gros, c'est soit tu te figes, soit tu deviens agressif, soit tu fuis. Ouais. Il y a 3 réactions. Et souvent, en fait, on se fige. Beaucoup de victimes, en fait, dissocient, effectivement, font une amnésie traumatique et se figent. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Donc, on ne sait jamais. Tu peux être la personne qui fait 2 mètres, 120 kilos, champion de boxe. Tu peux être victime d'une agression et te retrouver paralysé. En tout cas, je te remercie pour ton retour sur ce témoignage-là. Merci à toi qui as témoigné. Merci, effectivement. Je te remercie beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage et évidemment que je t'envoie tout mon soutien, toute ma force et tout mon courage. Je sais que c'est pas facile de témoigner, donc je te remercie de permettre de libérer la parole des survivants et non pas des victimes aujourd'hui. Alors, on va lire le 3e témoignage si c'est OK. Donc, c'est un homme de 29 ans et il nous raconte sa 3e expérience avec un homme. C'est parti. Quand j'avais 20 ans, j'avais couché avec un garçon qu'on appellera Crotte. Il est là. Mes 2 premières expériences avec des hommes s'étaient très bien passées, elles étaient très mignonnes, on se découvrait l'un l'autre. Aujourd'hui, à cause de cette expérience, je ne peux plus coucher avec un homme. Crotte avait 15 ans de plus que moi. Il paraissait fier de son homosexualité, il l'affirmait. Cela le rendait mignon. En réalité, je voulais être comme lui. Je voulais affirmer moi aussi mon orientation sexuelle. Il a deviné que je cachais quelque chose et s'est beaucoup intéressé à moi. Il disait que j'étais hétéro-curieux. Chose qui m'a fait beaucoup rire car c'était la première fois que j'entendais ce terme. Je n'avais aucune notion de féminisme, de pluralité de l'arc-en-ciel, ni rien d'autre à cette époque. On se rapproche lors de la soirée et il me promet, entre guillemets, la meilleure fellation de ma vie. Bizarrement, je ne saurais l'expliquer aujourd'hui, mais cela m'a beaucoup donné envie d'accepter sa proposition. De mon côté, j'étais plus dans une démarche d'assouvir une curiosité, de me découvrir, de me connaître un peu plus. Du sien, je l'ai appris plus tard, il avait un kink sur ces fameux entre guillemets hétéro-curieux, qui voulait convertir à l'homosexualité. Sauf que Crotte n'a jamais fait ce qu'il m'a dit. Il a essayé de me pénétrer sans préservatif et sans mon consentement une fois nu dans mon lit. Il ne voulait pas comprendre qu'on puisse être hétéro-curieux et ne pas aimer la pénétration. Alors que ce soit avec des personnes ayant une vulve ou un phallus, je n'aime pas cette pratique sexuelle, qu'elle soit reçue ou donnée. Il n'y est pas parvenu, heureusement que je n'avais pas beaucoup bu d'alcool ce soir-là. Après 2 refus et un coup de pied dans son ventre, oui, j'ai visé les couilles mais j'ai raté, il est enfin parti de chez moi. Actuellement, je n'ai pas encore terminé mon travail de reconstruction. N'empêche, je suis fière de pouvoir affirmer mon orientation, de pouvoir faire des blagues dessus, de pouvoir mettre des mots sur ce que je suis. Jusqu'à 25 ans, je l'ai toujours caché à tout le monde, sauf à mes 2 premières expériences homosexuelles et Crotte qui l'a deviné. Je suis tombée follement amoureux de plusieurs garçons depuis, mais il m'est impossible de m'allonger dans un lit avec eux, de nouveau, alors qu'il y a des envies sexuelles communes. La plus belle chance que j'ai, c'est que 100% de ces derniers garçons ont compris mon refus, m'ont pris dans leurs bras et se sont inquiétés pour moi. Je m'en veux un peu car je les ai tous laissés sur la béquille, entre guillemets. Un grand merci à eux s'ils se reconnaissent. Malgré ce trauma qui revient sans cesse lors de mes dates avec des hommes, j'essaye d'aller à l'encontre de cette peur jusqu'au dernier moment, mais ce n'est toujours pas possible. Crotte est comme toujours là. Il a enchaîné une partie de moi, mon désir sexuel avec des hommes, et est parti avec la clé. C'est la métaphore que ma psy m'a partagée et je la remercie car elle décrit très justement ce que je ressens. Je n'ai plus jamais vu Crotte, mais il y a toujours quelque chose qui appartient, cette clé. Je sais toujours pas comment me réapproprier cette partie de moi, mais j'y travaille encore. Déjà, merci beaucoup pour ton témoignage et moi je tenais à dire que prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a pas en fait un manuel de quand est-ce que tu vas pouvoir à nouveau t'allonger ou avoir des rapports avec des garçons. Prends ton temps. Si c'est non toute ta vie, bah c'est non toute ta vie. Et si c'est oui un jour, c'est oui un jour. Donc vraiment, t'es pas cassé, t'es pas problématique. Non,
Juste, c'est ok. Et je trouve ça dommage et à la fois beau de se dire que moi, ça m'a touché ces garçons qui l'ont pris dans ses Moi bras. aussi, j'ai beaucoup souri. Ouais, j'ai trouvé ça adorable parce que malheureusement, on en parlait juste avant, des dérives un petit peu au sein de la communauté queer, mais il y a aussi des très belles choses. Et je trouvais ça tristement et à la fois joyeusement bien. Et s'il vous plaît, réagissez tous comme ces garçons, par pitié. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire en tant que personne concernée dans la communauté? Oui, je veux quand même rebondir sur ma communauté que je trouve incroyable. Moi, je suis très fier de faire partie de la communauté queer. Je pense que dans toutes les communautés, il y a des dérives. Mais on reste les meilleurs, en fait. Ça m'a grave touché aussi de voir que il a eu la chance de rencontrer des personnes qui réussissent à l'accepter comme il est et à lui dire qu'effectivement, il peut prendre le temps. Et j'ai envie de aussi rebondir sur le fait que la sexualité, c'est un spectre très très large et que le fait de ne pas avoir de sexualité, c'est aussi une forme de sexualité et que c'est OK. Et qu'on n'est pas obligé de faire de la pénétration, on n'est pas obligé d'avoir une sexualité, on n'est pas obligé de... En fait, tout est OK, juste à ton rythme. J'ai entendu que tu te faisais aider. Ça, c'est trop cool. Moi, je pourrais conseiller aussi l'hypnose, donc dans certains cas, hein, bien évidemment, mais je trouve que sur les violences sexuelles, ça peut être... Moi, en tout cas, l'hypnose, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, il y a aussi des sexologues qui sont là pour débloquer des choses et parler de sexualité. Bien sûr. Et voilà, et t'es un champion. Mais oui, et c'est vrai que tu le dis très justement, surtout quand on est... lui, il parle de découverte de sa sexualité. Vous n'êtes pas obligé de faire des pénétrations. Et c'est très, très important de mettre l'accent là-dessus parce que je trouve qu'on réduit beaucoup l'homosexualité entre hommes à la pénétration anale. Et non seulement c'est homophobe, ça a des biais homophobes puisqu'on ne résume pas une personne et une sexualité à une pénétration. Et je trouve que ça met beaucoup de pression sur des personnes qui se retrouvent parfois un petit peu obligées, qui se sentent un petit peu coupables, mais vous n'êtes pas obligés. Et on a tous des sexualités différentes et on approche tous sa sexualité, ses envies comme on l'entend. Et ça, c'est vraiment très important de le dire. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je trouve que la sexualité, c'est un sujet assez récent parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Et c'est aussi pour ça, moi, mon histoire, je reviens à mon histoire, mais moi, mon histoire, elle date quand même de... Bon, j'ai 36 ans. Ah. Oui, je fais plus jeune, je sais. Du coup, c'était il y a très très longtemps. Et à l'époque, c'était pas quelque chose dont on parlait facilement des abus sexuels sur les enfants parce que, en fait, le problème des abus sexuels, c'est que dans abus sexuels, il y a le mot sexuel. Et la sexualité, c'est quelque chose dont on parle pas dans la société, qu'on parle pas entre on en parle entre potes. Et encore, chez certaines personnes, c'est un peu compliqué d'en parler. Et je trouve que on en parle de plus en plus. On est de plus en plus à la découverte de sa sexualité. Par exemple, les femmes découvrent de plus en plus leur sexualité, ce qui est formidable. Explorez votre sexualité, mesdames et messieurs aussi. Et je trouve que chez les personnes queer, c'est aussi... c'est un sujet très compliqué parce qu'en plus, on s'auto-range dans des cases en fonction de nos préférences sexuelles, ce qu'on appelle passif, actif, versatile. Donc, celui qui reçoit, celui qui donne, celui qui fait un peu les deux. Et moi, de ma propre expérience, je trouve que, en tout cas de ce que je peux observer, les gens sont de plus en plus versatiles, donc ils sont de moins en moins dans des cases. Et ça, c'est formidable parce qu'on est de plus en plus à l'écoute de nos corps et à l'écoute de l'interaction qu'on a avec l'autre personne. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est super. En tout cas, je remercie beaucoup à la personne qui a témoigné. J'espère que tu te sentiras mieux, mais en tout cas, vraiment, si ça vous est arrivé, prenez votre temps. Je pense que c'est un petit peu le mot à dire. Et surtout, mais ça, c'est un petit peu le point commun. Je pense que tu le vois chez Tati, moi, je le vois dans tous les témoignages. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez de vous en vouloir. C'est OK. Vous êtes des survivants. D'ailleurs, tu mets l'accent là-dessus. C'est très important. Vous avez déjà réussi à dépasser tout ça. Vous avez réussi à aller vers d'autres relations. Déjà, c'est énorme. C'est un grand pas. C'est une confiance. Et c'est super. Félicitez vos avancées, même si elles sont petites, plutôt que vous auto-flageller pour des choses dont vous n'êtes même pas responsable ou coupable. Ce que je te propose, c'est de passer au dernier témoignage, si tu le veux bien. Alors, ce dernier témoignage, c'est sur le thème des violences faites aux hommes sur d'autres hommes. L'été dernier, je travaillais dans une chaîne de restaurants populaires pour me faire de l'argent de poche. Il y avait au travail une assez bonne ambiance et les collègues étaient assez sympas. Sauf pour deux, la patronne de l'établissement, qui était très froide, et un homme que je chantais mal dès le début. Il me raconte beaucoup de choses sur lui, notamment sur son couple avec une fille mineure, alors qu'il était majeur depuis longtemps, de sa fascination pour le sexe,
et également de son projet d'élever ses enfants à la dure, à base de beignes et de violences en tout genre. Les discussions arrivent à un point où il m'invite chez lui pour jouer à un jeu de rôle de type D&D, Donjons et Dragons. Les geeks comprendront. Ouais, pour les geeks. Maintenant, je doute qu'il parlait de ce genre de jeu. J'ai refusé, et j'ai peut-être évité le pire. Quelques mois plus tard, après des réflexions déplacées sur mon physique et mon corps, il me met une main aux fesses en plein service. Classique. Bien sûr, je le repousse, mais sur le coup, je suis sous choc. Je décide de ne pas en parler. Une semaine plus tard, la même main aux fesses, toujours avec les mêmes réflexions. Trop, c'est trop. J'en parle à la patronne, mais elle décide de minimiser la chose en disant que c'est dans ses habitudes de faire ce genre de choses et qu'il faut s'y faire. J'ai décidé de raccourcir mon contrat pour ne pas avoir à revoir cet individu dangereux pour moi et pour d'autres, mais la patronne s'y est opposée, cherchant à éviter un conflit quelconque, malgré un autre collègue victime de cette même personne. J'en ai parlé qu'aux personnes les plus proches de moi, mais jamais à ma famille, malgré certaines crises d'angoisse que je fais en y repensant. Ok, merci pour ton témoignage. Oui, merci beaucoup. J'ai choisi ce témoignage parce qu'en fait, quand on pense des violences hommes sur hommes, en fait, on pense peu aussi aux violences qui peuvent se passer au travail. Et ça existe très souvent, puisque toi-même tu l'as dit, tu as dit classique, cette main aux fesses. Et d'ailleurs, on reprend un petit peu ce qu'on disait auparavant, où ce truc entre hommes, où la main aux fesses, on touche le sexe, toi-même tu rentres dans le club, on te touche le sexe. En fait, il y a cette banalisation et cette minimisation, et la patronne le dit aussi. Oui, bon, c'est qu'une main aux fesses, comme si c'était normal. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Ah mais moi j'ai une... j'ai une belle anecdote là-dessus. Oui, tu peux nous la partager si tu le souhaites. Qui va faire du bruit. Drama. Cancel. Non, ça va pas faire du bruit, mais avant d'être une star, enfin j'ai toujours été une star, mais avant d'être créateur de contenu, j'étais réalisateur. Je bossais dans la mode. Et premier jour de contrat, une énorme production. Moi qui suis né avec une caméra dans la main, je suis arrivé comme ça, incroyable. Et je travaille avec un styliste très connu, un vieux porc. Et je suis végétarien, donc ça fait beaucoup de mal de dire ça. Et je ne fais pas de l'agisme non plus, désolé, Monsieur Caca. Crotte, on l'appellera Monsieur Crotte, pardon. Et cette personne me drague. Et cette personne me touche les fesses. Assez surpris, je le regarde, je lui dis, je ne comprends pas. Il me dit, oh ça va, c'est bon. Je me dis, ok, c'est ton premier jour, tu prends sur toi, pas de drama, c'est qu'une main aux fesses. La journée passe et il revient à la charge, il vient me voir, il me dit « Ah mais tu me dis quelque chose, je connais ton visage ». Je dis « Bah non ». Il me dit « Si, j'oublie jamais les visages sur lesquels je me suis assis ». Et là, je le regarde et c'était la personne qui… tout le shoot tenait sur cette personne-là. Et je me liquéfie. Très compliqué. Je le remballe. Le soir, en partant, il me regarde et me dit « Le marron, ça te va pas du tout ». Je dis « Moi, j'adore mon manteau ». Il me dit « Tu devrais le changer parce que t'es moche ». Je fais « Ok ». Je suis parti. J'ai pris rendez-vous avec mon agent de l'époque. Je lui explique la situation. Cette personne connaissait mon passé. Je lui avais raconté mon histoire le premier jour du contrat. Elle m'a répondu « Oh, mais ça va, il est comme ça, c'est normal, il ne voulait pas du mal ». Fin de l'histoire, malheureusement. Oh, c'est dingue cette banalisation quand même entre hommes, des mains aux fesses, des choses comme ça entre hommes, hein, bien évidemment. Alors évidemment qu'on retrouve les mêmes dynamiques et les mêmes schémas dans tout type de violence, tout type d'agression, mais il y a quand même, est-ce que toi tu ressens en tant que personne concernée que sur des personnes homme à homme, il y a des spécificités, il y a cette minimisation qu'on peut vivre aussi en tant que femme. Mais est-ce qu'en tant qu'homme, toi, tu abordes la chose différemment? Non. Moi, surtout, ce qui m'a choqué, c'est le rapport de force de se dire le petit jeune qui arrive, qui vient d'être signé dans l'agence, je vais en faire ma proie, quoi. Et la réponse de la personne qui est en charge de l'équipe, les deux sont pas OK. Et ça ramène à une époque, à tout ce qui est en train de sortir, tout ce qui sort depuis des années sur MeToo, sur des milieux comme le milieu de la mode où faut coucher pour réussir, ou toutes ces actrices qui se sont fait violer, tous ces acteurs aussi sûrement, mais qui veulent pas parler parce qu'ils ont peur. Tout ça, c'est vraiment réel. Et en tant que personne, en tant qu'homme, c'est des violences qu'on subit aussi quotidiennement. En tant que personne queer, c'est des violences qu'on subit quotidiennement. Et
Et d'ailleurs, tu parles de ce que vous vivez en tant que femme. Moi, j'ai une deuxième anecdote, c'est que le jour de la Pride, c'est un jour où je sors en personnage. Oui. Et un de mes personnages principaux, c'est Marie-Claude Schild. Est-ce que tu peux expliquer juste un petit peu ce que tu fais, Bah, qui tu es, comme je vous ai dit, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Comme je vous ai, je m'appelle, mon pseudonyme sur les réseaux, c'est Mon Chat et moi. Et, donc j'ai des personnages qui s'apparentent à du drag. Et un de mes personnages est une vulgarisation des stéréotypes féminins, avec une forte poitrine, un accent, ce qu'on peut appeler cagole, que je n'aime pas, mais pour vous donner un petit peu l'image. Et donc c'est un jour où ce personnage sort dans la rue, et ce personnage est vraiment une star, les gens l'adorent, ils sont vraiment au contact de ce personnage, parce que c'est sortir aussi ce personnage des réseaux sociaux. Et c'est une journée où en fait tout le monde me touche. Et tout le monde touche ma poitrine. J'ai des gens qui mettent la tête dedans sans me demander. Et le soir de la Pride, à chaque fois je rentre, je me dis mais c'est quoi ce délire? C'est ça que vous vivez en fait? Oui. Mais c'est horrible. C'est toutes ces empreintes sur le corps en fait que tu n'as pas choisi, que tu n'as pas décidé. C'est pas normal. Arrêtez de toucher les gens en fait. Parce que là on parle d'agression sexuelle, mais en fait juste arrêtez de toucher les gens. C'est tout. Oui, c'est vrai qu'en tant que femme, même s'il y a aussi ce rapport de domination, comme tu le dis, en fait, c'est plus un rapport de domination. C'est pas systémique chez les hommes. Tandis que nous, les femmes, c'est vraiment le système qui fait que il y a cette hiérarchisation d'hommes supérieurs aux femmes. Je vous vulgarise la chose pour que ce soit clair. Et c'est vrai qu'en tant que femme, il nous arrive des micro-agressions. À chaque fois, on minimise, on se moque de nous. Par exemple, quand tu sors du métro, les hommes vont pas se pousser. Ou au contraire, dans le métro, ou pas que, hein, mais c'est que souvent dans le métro c'est très bondé, ils vont te toucher. Ils vont se permettre de te déplacer, ils vont se permettre de t'effleurer. Et ça va pas être considéré comme une agression sexuelle, parce que l'agression sexuelle c'est sur des zones spécifiques, mais ça va être quand même une agression intime, ou rien que de toucher des épaules ou de déplacer. En fait, c'est comme si on était un petit peu objectifié et qu'on était juste des choses qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait déplacer. Et c'est vrai qu'au quotidien, nous, ce que tu vis à la Pride, c'est ce qu'on vit tous les jours en fait quand on sort dans la rue. Et ce qui est terrible, c'est que plus tu es jeune, plus tu le vis. Donc déjà, il y a aussi ce côté vulnérabilité, domination. Et je pense qu'il faudrait peut-être tous faire un stage peut-être de drague à la Pride, pour qu'ils vivent la même chose, parce que vraiment, à chaque fois qu'on le raconte, on est moqué, on est nié, on est invisibilisé, alors que c'est un vrai problème. Demander avant de me toucher, parce que je vais sûrement dire oui en plus. Donc... Mais oui, mais en plus, c'est ça qui est bête. C'est bête, mais juste tu demandes quoi. En fait, c'est sur le principe, c'est-à-dire que même, imaginons, t'es pas dérangé. Moi, je sais que bon, tu me touches les épaules, je vais pas, c'est pas grave. Mais c'est le principe de demander. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport un petit peu de force, de domination qui fait que on se sent un peu. Je pense que c'est sur le principe. Même si t'aurais accepté, le fait qu'on ne te demande pas, en fait, t'es déshumanisé. T'es plus qu'un personnage. Mais alors que tu es un être humain derrière ce personnage, tu existes. Et ça, c'est important de le dire. C'est les empreintes sur le corps, en fait, qui restent. Exactement. Et si je peux rebondir, parce qu'on parle de minimiser, mais on ne se rend pas compte des répercussions de certains gestes et certains actes. Certains actes vraiment minimes, qui paraissent minimes, peuvent avoir des répercussions énormes. Et ça peut être aussi le cas des agressions sexuelles. Moi, si je parle de mon histoire, ça n'a été que des caresses. Et ça a été des caresses dans le sens pas désagréable, parce que quand tu as 9 ans, de mes 9 ans à mes 12 ans, ça se passait. Voilà, c'est des papouilles qui sont sur des zones sexuelles, mais c'est des papouilles, c'est des caresses. C'est pas une violence, c'est pas un viol comme on l'a dans l'imaginaire au coin d'une rue sombre. Non. Et ben, ces caresses, elles m'ont détruit la vie. Elles m'ont enfermé pendant des années dans un truc très très sombre, et on ne se rend pas compte vraiment de l'importance de certaines choses, de certains petits actes. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas minimiser et de prendre conscience que des petites choses peuvent avoir des grandes répercussions. Merci beaucoup pour cette prise de parole, parce qu'effectivement, j'en ai marre en fait de cette culpabilité qui ronge les victimes. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu t'es pris une main aux fesses et que tu as été traumatisé et que ça t'a impacté que parce qu'il y a eu des affaires qui semblent 10 fois plus graves. En fait, c'est pas un concours d'être victime, même si je sais que toi tu préfères survivant et je respecte totalement. Okay. Oui, mais c'est juste que moi dans le podcast, comme je dis victime, des fois je reslide, mais voilà. Mais je suis fière d'être une victime par contre, très honnêtement. Oui, et c'est bien parce qu'en fait justement il faut que cette honte elle change de camp, il faut que cette peur elle change de camp, parce qu'en fait moi ça m'insupporte, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast.
il y a beaucoup de fois où les gens terminent en disant je sais pas si je suis légitime, je sais pas si ça rentre dans le cadre de ton podcast. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi cette histoire, parce que c'est une violence en fait qui est trop banalisée, cette main aux fesses. Et il y a cette espèce de truc où on peut se permettre de toucher, mais non. Et quel que soit l'impact et quelle que soit la façon dont vous l'avez ressenti, et même si ça vous a détruit, que ça vous a brisé, et même sur l'instant, parce que parfois les victimes peuvent dire que c'est agréable. Il y a des fois, on a tourné un épisode sur l'inceste, et des fois on se dit, on sait qu'il y a quelque chose qui est pas bien, mais on comprend pas, puis on trouve ça agréable, puis oui, puis non. Chacun a son vécu, chacun a sa façon de ressentir, et c'est important de briser ces chaînes et de libérer la parole, parce que non, moi je veux plus entendre oui mais c'est rien, oui mais c'est pas grave, oui mais il y a pire. On n'est pas dans un concours de toi tu es la plus victime, top 1. Non, pas de hiérarchisation. On est juste ici pour s'écouter, pour s'entendre et pour partager comme chez Tati, d'ailleurs qui est l'un de ta personnages. Mais d'ailleurs moi, tu parles de plaisir. Moi j'ai reçu des gens dans mon podcast donc chez Tati où ils m'expliquaient qu'elles avaient eu du plaisir pendant le viol. C'est possible. C'est possible d'avoir du plaisir pendant un viol, parce que le plaisir, il est relié à des capteurs, et les capteurs, ils ne sont pas forcément reliés à ce qui se passe vraiment dans ton cerveau. Ça peut être un plaisir aussi très mécanique. Et c'est pas parce que tu as eu du plaisir que tu t'es pas fait violer. Oui, et merci beaucoup de le dire, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont tabous. La sexualité, tout ce qui est ressenti après viol, tout ce qu'on a pu vivre. Et en fait, je comprends pourquoi tu as voulu dire survivant, parce que c'est vrai qu'on a cette image, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au départ, de la personne dans un coin, dans une ruelle, par un inconnu, qui pleure toute la journée, recroquevillée chez soi et qui ne fait plus rien de sa vie. Mais non. Des fois, on ressent des choses. On peut même des fois ressentir, et ça s'appelle le syndrome de Stockholm, des choses de l'amour. Oui, voilà, de l'amour pour la personne qui nous a pourtant fait souffrir. L'humain, c'est un mécanisme qui est complexe. Et je pense qu'on pourrait conclure sur ce témoignage en disant ne minimisez plus. Ne minimisez plus. Chacune de vos histoires et chacun de vos vécus est important. Et je suis vraiment très contente de t'avoir reçu justement en tant que personne dans la communauté, d'être un figure, une symbole, parce que ça demande aussi du courage, surtout dans ces temps actuels. Je pense qu'on voit un petit peu la situation en ce moment et c'est pas toujours évident. Donc merci, parce que ça demande du courage. Parfois, d'exister simplement une existence, ça demande du courage. Et ça me touche de me dire que des jeunes hommes, des hommes qui ont été victimes par d'autres hommes pourront te voir ta résilience, voir que tu as pu faire quelque chose de ton histoire, quelque chose de ton vécu. Et c'était très important pour moi que si un jour il vous arrive quoi que ce soit, vers qui me tourner, vous tombez sur mon épisode et ça fait du bien. En fait, il y a des gens. Et aussi, bien évidemment, dans ton podcast, vous pouvez aussi, bien évidemment, les voir. Voilà. Et je trouve ça vraiment génial. En tout cas, je te remercie. C'est la fin des témoignages. Moi, je voulais juste... Tu voulais rajouter quelque chose ? Bien sûr, avec grand plaisir. Je voulais juste dire deux choses. Le premier épisode, c'est avec ma maman qui raconte mon histoire, donc je vous invite vivement à aller l'écouter. Et cet épisode, il se finit avec ma maman qui dit « Qui que vous soyez, moi, je vous crois. » Et moi aussi, je vous crois. Qui que vous soyez, je vous crois. Et aussi te remercier de cet espace que tu es en train de créer sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça n'est pas facile tous les jours, mais je voulais te remercier parce que c'est très important ce que tu fais et tu es une vraie guerrière et j'espère que tu es fière de toi parce que moi je le suis. Écoute, c'est très gentil, je suis fière de moi aussi et je suis également fière de toi pour ce que tu crées. En sortant les violons, les cotillons. Non, je te remercie vraiment parce que c'est important justement de créer des espaces. Et puis après, voilà, on a tous nos personnalités. Il y a des gens qui vont se sentir plus attachés à moi, il y a des gens qui vont se sentir plus attachés à toi. Et l'objectif, c'est de multiplier justement ces espaces de parole pour que vous vous identifiez à des gens qui vous parlent aussi. Parce que il y a des gens, ils vont plus être à l'aise avec une femme, il y a des gens qui vont plus être à l'aise avec une personne transgenre, il y a des gens qui vont plus être à l'aise avec une personne racisée, etc. etc. Et c'est OK. Et l'objectif, c'est justement de petit à petit, parce qu'on est aussi des personnes très privilégiées, il faut le reconnaître. Toi, tu es un homme, moi, je suis une femme blanche. Et de lancer un petit peu la voix et ensuite que plein d'autres personnes derrière reprennent et qu'on relaye aussi. Et ça, je trouve que c'est important. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur regard sur les violences faites aux hommes commis par d'autres hommes. Je te remercie énormément pour ta présence. On peut te retrouver sur Instagram et TikTok sur le nom de Mon Chat et Moi. On peut également retrouver chez Tati
Partout. Sauf YouTube. Ah, bon, pas partout encore. du coup. Pour, Chez Tati Podcast. Bon, chez Tati Podcast. Voilà, je te remercie. Et pour conclure cet épisode, je te propose de me rajouter quelque chose. Ça peut être sur le thème de l'épisode, ça peut être une citation, un film, quelque chose que tu as envie de me partager, ça peut être tout et n'importe quoi, tu es libre. Ça n'a absolument rien à voir, mais pendant mon trajet, j'ai écouté de la musique et je suis tombé sur une musique qui s'appelle Cheese Bad Girl de Astérotypie. Et en fait, je l'ai découvert à travers les Rencontres du Papotin. Je ne sais pas si tu connais. C'est un magazine qui met en avant des personnes autistiques. Et c'est une émission sur France 2 et Oui, c'est une je nana, connais. c'est incroyable. Et c'est une nana qui fait partie de la rédaction, donc qui est autiste. Elle Et s'appelle comment? justement, le groupe, c'est Astérotypie. Mais attends, mais c'est hilarant parce que moi j'ai rencontré, je te jure c'est vrai, la mère Ok. de cette fille. C'est pas vrai. Par hasard. C'est Et pas je te vrai. jure sur la tête de ma mère. Mais c'est trop drôle. Et j'ai rencontré sa mère et elle m'a parlé de... Je te jure. Mais tu vois, synchronicité. C'est dingue, hein. Et du coup, la chanson est incroyable. Oui. Et elle est incroyable, cette nana. Elle est magique et elle met le smile. Je vous conseille de l'écouter, c'est Cheese Bad Girl. Oui, et en plus, ce qui est drôle, c'est que vraiment, sa mère est incroyable. Et on s'est rencontrés à un arrêt de bus et elle m'a parlé de ça. Et je connaissais pas du tout. C'est fou, cette Incroyable. histoire. Tu vois, mais notre rencontre, elle est un peu incroyable Ouais, aussi. c'est dingue. Bah, waouh. Voilà. Comme quoi, mais du coup, j'ai rencontré ta maman, qui est adorable et qui te fait de la pub. Hein. C'est moi, en fait, je suis sa mère. Oh, waouh. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup de ta présence encore une fois. C'est la fin de cet épisode de Sœur Podcast. Merci encore à Jean de m'avoir accueilli au sein de leurs locaux. Je vous mettrai évidemment toutes les informations de ce lieu en bio. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve ce soir pour un live sur ma chaîne Twitch pour débriefer de cet épisode. À bientôt.